Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Ce week-end, vous le savez déjà si vous avez vu le titre de la vidéo, je me suis amusé, j'ai fait 4 one-shots de Shadow Dark en totale improvisation à chaque fois, un peu pour tester et tout. Et je vais essayer de vous dire voilà ce que j'ai remarqué. Il n'y a pas forcément des trucs très révolutionnaires, etc. Mais voilà. Jusqu'à maintenant, Shadow Dark, j'y avais joué à chaque fois en campagne ou en jouant des donjons déjà exploitables. Donc, soit du court terme, on va dire hautement préparé. Un donjon, c'est quand même un haut niveau de préparation, c'est-à-dire que vous savez exactement les salles et les trucs. Il y a un peu d'aléatoire éventuellement sur des rencontres et tout, mais vous avez vraiment une bonne connaissance du terrain de jeu. En campagne, bon, on a beaucoup plus de liberté de là où on va pouvoir aller, liberté qu'on a grâce au temps qu'on a pour jouer, et aussi beaucoup de préparation, honnêtement, sur les campagnes que j'ai menées. Là, pour le coup, essayer en full improvisation, c'était un petit peu différent. Donc j'ai pris je me disais, je vais prendre des notes pour pouvoir vous faire des retours, mais il faut croire que j'ai quand même encore un peu du mal à prendre des notes pendant la partie. Honnêtement, à part des chiffres avec des vieux points de vie là ou des trucs, bon... Quand je suis dans la partie, on va dire que je suis pas à froid, quoi. Sur chaque double page, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais vous faire ça un peu de mémoire. Donc la première chose à noter, c'est que quand je dis zéro prep, c'était vraiment zéro prep. C'est-à-dire que je disais aux joueurs de créer leur personnage. Les personnages niveau 1, à chaque fois... ah non, sauf une fois où c'était pas niveau 1, on va y revenir. Et voilà, ensuite ils arrivaient, ils présentaient chacun leur tour leur personnage, et ensuite, il fallait jouer. Et très concrètement, ce qui s'est passé à chaque fois de manière assez automatique, c'est que les joueurs ont commencé, au moment où ils présentaient leur personnage, à leur donner des petites motivations, des petits trucs. Donc assez naturellement, sans devoir faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là, en fait, c'est par la narration partagée que dans les premières minutes de la partie, on arrivait à établir plus ou moins la situation dans laquelle ils étaient et à voir ensuite ce qui allait se passer pour les 3 heures qui allaient suivre. Donc ça, c'est, je dirais, le point commun à toutes les parties. Un deuxième point commun à toutes les parties, c'est que effectivement, une fois cette situation initiale un petit peu placée, une fois qu'on avait une bonne idée de là où on était, il y avait 2 tendances. Il y avait les moments où c'était moi qui improvisais vraiment avec un peu les idées du moment, etc. Ou alors avec de la narration partagée où je disais aux joueurs, vas-y, ajoute un petit truc, etc. Qui avait tendance, ce fait, on va dire, de l'action humaine, j'ai envie de dire. Je vais pas dire que c'est 100% le cas, mais a plutôt tendance à vouloir mettre les choses en cohérence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais émerger quelque chose de ma petite tête, ou que je demandais à des joueurs de dire, toi, tu viens de cette région, etc., qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette région? Le réflexe, la plupart du temps, c'est de repartir de l'existant et d'essayer de le consolider et de lui mettre de la cohérence. Ce qui est plutôt efficace pour un one-shot, on va pas se le cacher. Parce que, à contrario, quand j'utilisais des tables aléatoires, évidemment, à moins d'avoir une table aléatoire, on va dire, très spécifique, la plupart de mes tables aléatoires allaient plutôt vers l'ouverture. Ça ouvrait les possibilités de la situation. Ça introduisait par exemple une nouvelle faction, un nouveau monstre, un personnage tellement loufoque qu'on aurait du mal à le rattacher directement à l'histoire, à moins de prendre une petite pause et de se demander pourquoi il est là. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est qu'au final, comme ça, en one-shot, on va dire que la narration partagée, c'est-à-dire une action... juste d'un des joueurs qui ajoute quelque chose à la partie, ou bien moi qui décide de ce que c'est la suite de l'aventure en tant que MJ, ça a plutôt tendance, assez naturellement, et je pense on aurait pu le deviner, à resserrer un petit peu l'étau. On va pas se le cacher, il peut y avoir aussi des joueurs qui ouvrent carrément, qui partent dans des délires et tout, je sais que c'est mon cas souvent quand je suis joueur, donc je dirais pas que c'est une règle, mais sur les 4 parties, ça s'est quand même un petit peu vérifié à chaque fois, quoi. Sur cet échantillon, en tout cas. Là où les tables aléatoires apportaient plus de complexité, et où à chaque fois qu'en fait il y avait quelque chose qui était amené par l'aléatoire, je me dis, si j'avais été dans une campagne, ça aurait pu être vraiment intéressant, parce qu'en fait ça ouvre le monde, mais dans le cadre du one-shot, je suis un peu biaisé assez naturellement. Moi j'ai envie que la partie, on ait l'impression à la fin que les PJ aient échoué, réussi, accompli leur mission, qu'il y a eu des morts, etc., qu'on ait eu l'impression quand même de s'être rendu à un endroit qu'on pourrait considérer comme... qui clôture vraiment le scénario. Comment dire ça? Qu'on ait eu un vrai sentiment de progression. C'est-à-dire que si par exemple, sur les 3 heures de jeu, j'avais fait que tirer des tables aléatoires pour voir ce qui se passe, au bout de 3 heures de partie, on n'aurait peut-être pas eu de sentiment de progression parce qu'on aurait eu que des enchaînements de choses qui n'ont pas directement de lien entre elles. Et sur 3 heures, c'est pas terrible. Dans une campagne, ça peut être très très bien. Parce que la fois suivante, les joueurs vont peut-être décider de s'intéresser à une des choses qui a émergé grâce aux tables aléatoires. Ou alors, ils vont au contraire les ignorer, ces trucs qui sont apparus grâce à l'aléatoire, et vous, en tant que MJ, vous allez pouvoir les faire revenir. Donc en fait, l'aléatoire prend beaucoup plus de sens dans le cadre d'une campagne. À ceci près que, si l'objectif est assez bien déterminé, au final, l'aléatoire peut vraiment apporter des péripéties qui sont intéressantes. C'est-à-dire que dans chacun des one-shots, alors ça dépend lesquels, ils sont pas tous passés exactement de la même manière, on va plutôt dire que dans certains des one-shots, l'objectif était tellement clair dès le départ. Par exemple, c'était on va aller récupérer des richesses
dans un temple qui est de l'autre côté d'une île sur laquelle on est et essayer de retourner au bateau qui nous a déposé sur cette île avant qu'il ne reparte. Là, c'est très clair, on a une limite de temps, on sait où on doit aller et on sait pourquoi on y va. Là, finalement, les tables aléatoires, en fait, c'était plutôt intéressant. Parce qu'en fait, ça permettait de créer des péripéties avant d'arriver à l'objectif final. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'à la fin, on a quand même eu la possibilité d'aller là où on avait décidé d'aller au début des 3 heures de jeu, le fait qu'il se passe des trucs entre deux, c'est que des opportunités potentiellement de se faire des alliés, de trouver des trucs, etc. avant d'aller à cet endroit-là, mais on a une direction. Et dans un one-shot, je pense que c'est assez important d'avoir une direction. Là où je dirais que c'est plus compliqué, pour être tout à fait précis, c'est lorsque les joueurs ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire. Par exemple, dans la première partie, ils se disaient, bon, on va aller chercher un bijou pour le ramener au roi. Enfin bref, je vous fais pas toute l'histoire. En gros, l'idée, c'était d'aller chercher un bijou dans un territoire hostile. Sauf que, je pense, on n'avait pas assez vite focalisé ce qu'on allait faire. Et donc, en fait, il a commencé à avoir émergé l'idée que le bijou, on allait le récupérer dans une ville, mais une ville, c'est-à-dire la capitale en ruine, que cette ville avait été détruite par une météorite, que les PJ savaient pas exactement où était le dit bijou dans toutes ces ruines. Et sur la route, en plus, on avait des trucs aléatoires, etc. Et c'est là où je dirais la fin, c'est un peu plus fait en queue de poisson, où au final, on n'a pas vu la couleur de ce bijou qui était la motivation pour aller dans les ruines, etc. Et si le scénario n'était pas, on va dire... on s'est pas fait chier, honnêtement, je pense que tout le monde était content. On avait juste moins ce sentiment à la fin d'être allé à notre objectif. Et ça, encore une fois, dans le cadre d'un one-shot, c'est pas tip-top. Dans le cadre d'une campagne, il n'y a aucun souci. En fait, en explorant le monde, vous allez découvrir des trucs et petit à petit vous dire « Ah, c'est ça l'objectif que j'ai envie de faire finalement », comprendre les logiques de faction, etc. Vous jouez sur le temps long. Donc, vous pouvez continuer d'introduire des éléments, etc. Vous savez que vous aurez potentiellement le temps de les exploiter plus tard. Et là, dans le cadre du one-shot, ça crée une sorte de petit flou, ce qui fait qu'à la fin, voilà, on a un peu wrap-up rapidement. Moi, j'ai essayé de mettre un enjeu final rapidement, et ça s'est très vite transformé en quelque chose d'un peu HP Lovecraftien, c'est-à-dire, allez, vas-y, je vous mets une ruche alien avec à la place des alvéoles des visages de femmes qui crient, et des gens qui vénèrent autour cette ruche. Un truc ultra glauque et psyché. Et ils sont tous plus ou moins fait bouffer comme une bonne fin de scénario de Cthulhu où on s'en fout, on n'a pas besoin d'explication. Donc voilà, il y avait ce côté horreur cosmique, bam bam bam, c'est pas grave, on est là pour jouer 3 heures. Mais voilà, on a moins eu le sentiment, je pense, de l'aventure qu'on pourrait rechercher dans Shadow Dark. Là où, par exemple, dans une autre partie, il fallait aller libérer un magicien qui était tenu en otage dans une ville plus ou moins où il y avait eu un conflit de succession, le pouvoir a été renversé, le magicien a été mis est sous surveillance chez lui avec des menottes qui lui empêchent de faire de la magie, les PJ doivent aller le sauver. Là, on avait vraiment plus un enjeu précis et du coup, il a été beaucoup plus simple ensuite d'introduire des obstacles, de créer une sorte de petit donjon, d'improviser un petit donjon pour qu'ils y aillent. Et à la fin, ils sauvent le magicien et on est content. Donc voilà, je pense que c'est pas une... J'ai déjà fait beaucoup de one-shots, mais qui étaient préparés. D'ailleurs, je dirais même que la plupart du temps, quand je faisais des one-shots, ça faisait partie des trucs que je préparais le plus, en fait, les one-shots au final. Mais ça confirme quand même que en improvisant, ce qui a le mieux marché à chaque fois, je dirais, après, c'est mon ressenti, c'était quand l'objectif était assez clair en fait. Qui, quoi, où, comment, en combien de temps. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ces one-shots que je pourrais noter? Table aléatoire, pas évident. J'avais pris les tables aléatoires de Table Fables. Les tables aléatoires sont en anglais, que parfois elles peuvent faire 3 lignes, etc. On va dire que des tables aléatoires du genre pourquoi genre PNJ random apparaît, etc. On va dire des tables qui sortent des résultats assez précis finalement, assez exhaustifs. Par exemple, une femme semble s'être effondrée sur la route. Dès que les PJ s'approchent d'elle, elle essaye de les voler. Vous voyez, introduire ça au moment où vous voulez juste savoir qu'il y a un truc qui se passe dans le donjon, ça marche pas de ouf. Donc là où je veux en venir, c'est que en connaissant pas bien toujours exactement les fonctions des tables et en ne me les étant pas vraiment appropriés en amont de la partie, parfois je tirais des résultats où honnêtement je me disais bah non, je peux pas mettre ça maintenant, j'ai pas tiré sur la bonne table, et le problème c'est que ça m'a pris déjà quelques secondes, vous voyez, donc j'ai une déformation qui fait que j'ai tendance à pas poser la partie, ce qui honnêtement je pense c'est une erreur. Mais en particulier sur les premiers scénarios, ouais, quand je tirais sur une table, je voyais un truc, je me disais ouais, je suis pas trop sûr de ce que ça peut vouloir dire, et finalement j'abandonnais le jet que j'avais fait sur la table aléatoire. Donc je pense que c'est dû à deux choses. Le fait de ne pas avoir sélectionné les tables que j'ai vraiment envie d'utiliser et qui sont utiles ou non pour moi pour le one-shot. Et de deux, ne pas me laisser assez de temps pour
appréhender la table, pour appréhender le tirage que j'ai fait sur la table aléatoire. Alors que mes PJ savent très bien que je suis en train de tirer sur des tables aléatoires et que ça fait partie du délire en fait qu'on a fixé pour la partie, de se dire qu'il va y avoir de l'aléatoire et tout. Mais en fait, j'ai cette déformation professionnelle de vouloir... professionnelle, le mot est fort. J'ai cette déformation de ma pratique qui fait que j'ai envie d'amener une réponse assez rapidement, quoi. Alors qu'au final, je peux très bien faire languir mes joueurs et faire genre... Oula, c'est quoi cette table? Attendez, je réfléchis, comment on va introduire ça? Et c'est ce que je finissais par faire à la fin. En fait, à la fin, je prenais beaucoup plus mon temps sur les tables et ça avait un très bon effet. Plutôt que de vouloir, entre guillemets, camoufler le fait que j'ai tiré sur une table, finalement, la transparence avait un effet émotionnel, je pense, plus intéressant. A contrario, il y a certaines tables aléatoires que j'ai trouvé beaucoup plus simples à utiliser. Typiquement, les rencontres aléatoires de monstres dans un biome spécifique. Dès lors qu'on avait statué, par exemple, sur le fait que les PJ avançaient dans une forêt pour aller vers un lieu où ils allaient mener une sorte de heist, vous voyez, genre entrer dans un truc, voler des trucs et s'échapper dans une sorte de ruine tenue par une liche, en l'occurrence. Bah, tout le passage dans la forêt et tout, ce qu'ils rencontraient, ça marchait très bien. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, ils vont faire peut-être, allez, 2 rencontres avant d'atteindre la montagne qu'ils doivent gravir pour atteindre le temple. Et là, honnêtement, tirer sur des tables aléatoires, quel genre de monstre ils rencontrent sur la route, ça m'a pas mal aidé à déterminer finalement qui était le véritable propriétaire justement de l'endroit qu'ils allaient piller en fait. Parce que moi, ils sont juste en mode, on a une rumeur qui nous dit qu'il y a un temple, on va aller voir. Et moi, je dois improviser ce qu'il y a dans ce temple. Et en fait, par exemple, le fait de tirer un ours hibou, moi, ça me rappelle que dans pas mal de settings, l'ours hibou, c'est pas un animal naturel, c'est une création d'un magicien, un truc comme ça. Et donc, tout de suite, ça déclenche, ça trigger un truc dans ma tête, genre en mode, c'est pas un temple, en fait, c'est un laboratoire d'un magicien. Et petit à petit, comme ça me permet de réfléchir en background à qu'est-ce que je vais leur mettre dans ce temple, etc. Et de statuer un peu sur ce qu'ils vont y trouver. Donc ça, par exemple, ça marchait très bien. Ça a aussi bien marché les tables aléatoires, c'était lorsque, dans l'une des parties, on a joué avec un joueur unique. En gros, le joueur, ça c'était une partie d'après-midi, et il y avait qu'un participant, quoi. Et je lui dis, bah vas-y, on va quand même jouer. Donc je lui ai dit de créer un personnage niveau 6, et le délire qu'on s'est fait, c'est que le scénario commençait au moment où il poser sa main sur un artefact au milieu d'une cité antédiluvienne, milieu sous les mers un peu. Il récupère l'artefact. Jusque-là, dans son exploration, il n'a eu aucun problème. Mais là, au moment où il récupère l'artefact, il y a une secousse et il sait que la ville se réveille autour de lui et il doit réussir à en ressortir. Donc il avait fait un voleur, il avait 16 points de vie. Il n'a trouvé que la mort, il n'a pas trouvé la sortie. Mais là, en fait, comme dès le départ, on commençait au milieu d'un donjon, ça c'était assez particulier. Parce que dans toutes les autres configurations, plus ou moins, on commençait d'une situation qui n'était pas, on va dire, c'était pas on se rencontre à l'auberge. Je crois qu'une fois il y a eu un truc, c'était on se rencontre à l'auberge. Mais c'était relativement immédiat, c'est-à-dire que on se disait, voilà, vous buvez des coups, pouf, le lendemain vous êtes parti. On faisait pas une scène d'auberge de 250 ans. Mais bref, dans la plupart des autres scénarios, on commençait quand même dans une situation, on va dire, légèrement calme, et ça allait crescendo pour aller jusqu'au lieu du truc, et ça avait très bien marché. Et ça me laissait le temps, du coup, de m'imaginer la destination lorsqu'ils allaient y arriver, et de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être des obstacles, tirer dès lors qu'ils discutaient un peu entre eux, je gardais une oreille sur ce qu'ils disaient, et en même temps, je tirais un petit peu des dés pour voir, ouais, est-ce qu'il va y avoir des pièges, des objets magiques, des petits trucs, vous voyez ? Mais là, on commençait directement dans le donjon, et ça change un peu la donne. Et du coup, fallait vraiment que je me mette en mode Iron Sword, quoi, mes réflexes de jeu de rôle solo, parce que non seulement j'ai qu'un joueur, donc c'est-à-dire que la vitesse à laquelle je dois lui apporter les réponses à ses questions est beaucoup plus élevée, parce que si vous avez plusieurs joueurs, ils discutent entre eux, donc ça vous laisse le temps de réfléchir. Là, en fait, à chaque fois qu'il fait un truc, bam, je dois décrire quelque chose directement derrière. Donc, il y avait un peu de narration partagée. En fait, j'avais utilisé une mécanique qui faisait qu'à chaque fois il passait par une salle qu'il avait déjà visitée dans la cité, je lui disais, vas-y, tu peux décrire un petit peu vu que tu es déjà passé par ici. Donc, je tirais au hasard. Est-ce que tu es déjà passé par là? Est-ce que tu n'es pas passé par là? En sachant qu'on partait globalement du principe qu'il était un peu perdu. Donc, à ce moment-là, je lui donnais un peu de narration partagée. Et moi, ça me laissait le temps d'aller dans des tables vite. Et là, il y avait des tables qui étaient assez intéressantes. Par exemple, pour tirer juste... je vais vous dire ça. La fonction d'une pièce. Ça, c'était vachement pratique pour cette exploration de donjon improvisée. Par exemple, savoir que dans la pièce suivante, boum, ce sera une armurerie, ou boum, ce sera une chapelle, ou boum, ce sera une cuisine, ou voilà. Ça c'est cool, parce que tout de suite, le mot cuisine, derrière lui, il a plein d'autres mots. Il va y avoir les ustensiles de cuisine, il va y avoir les machins, il va y avoir les bidules, il va y avoir de la bouffe, il va y avoir une réserve à côté. Il y a tout un implicite, des trucs qu'on va mettre derrière une cuisine. Donc en fait, avoir ça qui vient rapidement, ça c'est pratique.
Pareil pour savoir combien il y a de portes, enfin d'autres sorties dans une pièce. Dès lors qu'il arrive dans une pièce, et il me disait bon, bah, est-ce que je vois d'autres sorties? J'avais une petite table là, boum, je tire un dé, ça me dit ouais, il y a 2 autres portes. Et honnêtement, j'avais pas besoin de ces tables. Hein. J'aurais pu prendre un D4, je jette un D4 -1, comme ça j'ai entre 0 et 3 portes dans chaque pièce. Donc ça peut faire des cul-de-sac. Je jette un D4 et je fais ah bah là il y a 2 autres passages. Et dès lors que je sais qu'il y a 2 autres passages, boum, il faut rapidement que j'aille tirer à nouveau la fonction de la pièce d'à côté ou que je tire un mot, vous voyez, qui me dit je sais pas moi, cimetière, assassin, odeur âcre, gratitude, enfin n'importe quoi qui va me permettre de commencer à donner un indice sur ce que c'est la pièce suivante. Parce que pour que l'exploration de donjon soit à peu près intéressante, idéalement je veux donner un indice à mon joueur de ce que sont les 3 pièces qui l'attendent après, avant qu'il n'y entre, pour qu'il ait un choix au moment où il y a les 3 pièces réellement. Donc ouais, ça c'était encore un autre défi. Donc moi je l'ai vraiment joué à la Dark Souls Shadow of the Colossus, genre le mec c'était un kobold voleur avec 16 HP là, et j'étais en mode il est dans un truc gigantesque cyclopéen, et j'ai pas mal joué de ça pour justement peut-être aussi que cette exploration elle a un côté un petit peu contemplation. Je sais pas honnêtement s'il l'a vraiment ressenti comme ça. Je pense que la partie lui a plu, mais ouais, c'était une manière pour moi de faire en sorte aussi que même dans le calme de l'exploration, il y a un petit côté poétique. Et avec le côté narration partagée, voilà, ça permettait d'enrichir l'expérience. Là aussi, vraiment, on avait été dans le dungeon crawl pur, avec beaucoup de dangers qui s'enchaînent très très vite et tout. Ça aurait pu être très difficile d'improviser rapidement et de toujours garder la cohérence. Donc voilà, je me perds un peu dans mes trucs, c'est vraiment un retour comme ça à l'arrache. Mais en tout cas, c'était sympa. Par contre, voilà, il est clair que c'est pas mon style préféré, ni le one-shot, ni la full improvisation. Si j'ai fait ça, c'était un peu pour voir ce que j'arrivais à improviser, de quels outils j'avais besoin. Et je pense que si je réitère l'expérience en mode one-shot, ou même pour des campagnes où j'ai envie de moins préparer, j'aurai désormais une meilleure idée du minimum vital. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Si je fais de la full impro, c'est pour qu'à la fin de cette full impro, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu préparer qui aurait rendu l'expérience un tout petit peu mieux. Mais vraiment essayer de déterminer le minimum. Pour moi, le minimum, c'est d'avoir une idée de thème. Comme ça, je peux choisir des tables aléatoires qui sont un peu reliées avec ce thème. Par exemple, si je pars tout de suite du principe que ça va se passer dans la jungle, très bien. Je sais que je vais utiliser ma table de jungle. Je vais aller regarder un petit peu dans cette table jungle, en amont de la partie, quels sont les genres de monstres qu'il y a dans la jungle. Parce que aussi, il y a un peu ce truc qui peut un peu faire paniquer en pleine impro comme ça avec l'aléatoire, c'est que même si je l'ai ma table de jungle et j'ai pas besoin à la limite, j'ai pas besoin de savoir qu'on va jouer dans la jungle, vous voyez, puisque j'ai ma table de jungle. Le truc, c'est que quand on est dans la partie et que je tire des dés et que ça tombe sur un monstre que je connais honnêtement pas très bien, qui m'est pas très familier, si je me le suis pas un petit peu... s'il n'a pas déjà une petite place dans ma tête, je vais avoir du mal à l'interpréter très facilement et aussi à le décrire. Ça aussi, à le décrire tout simplement. Et donc, je vais vite devoir aller dans le bouquin, regarder sa description, la lire en anglais, essayer de la traduire. Alors qu'en fait, juste en ayant fait un premier passage de lecture assez simple, j'aurais eu une idée de globalement des monstres sur lesquels je vais peut-être tomber ce soir. Ça m'aurait beaucoup aidé. Ensuite, je le laisse à l'aléatoire, je prépare pas plus que ça, mais j'ai une idée de ce sur quoi il pourrait tomber ce soir. Ensuite, dès lors que je connais le thème, ou plutôt, on va dire, l'ambiance globale, géographique, jungle, dans la mer, etc., et que j'ai revu un peu ce qu'il pourrait rencontrer aléatoirement en se déplaçant dans un milieu comme celui-là, je pense que c'est quand même plus intéressant, dès lors qu'il va s'agir d'explorer un endroit, etc., de prendre le temps, même 5 minutes, 10 minutes, de poser vite fait quelques idées. Et vraiment, ça prend que quelques minutes. Vous voyez, par exemple, il y a une partie où il y a un truc qui a vraiment bien marché. C'est que comme il y avait un peu de voyage, de roleplay, etc., avant qu'ils se décident d'aller dans un donjon, on va dire, bah, à un moment donné où ils étaient en train de parler, bam, j'ai eu le temps de dessiner très rapidement une sorte de donjon en forme de mind map et de réfléchir au genre de défis qu'il pourrait y avoir là-dedans. Et ça m'a permis de créer un donjon cohérent avec un mystère et du foreshadowing, c'est-à-dire que dans les premières pièces, on a des indices de ce qu'il y a dans les pièces suivantes assez rapidement et d'en avoir une image mentale. Et ça, bon, j'ai réussi à le faire en pleine partie, mais c'est vraiment pas dit que dans toutes les situations j'arrive. Là, c'est parce que dans ma tête, il y a encore une semaine, j'avais réfléchi un peu à des pièges qu'il pourrait y avoir dans une tour d'un magicien, vous voyez. Il y a des idées que j'avais eues il y a une semaine qui me sont revenues sur le moment et que je me suis dit, ah bah c'est le moment de les mettre dans ton donjon, bam bam bam, je les mets. Si l'improvisation avait mené un sujet où mon esprit n'a pas vagabondé récemment, il y a quand même des chances que ce soit
pas de la même qualité, si j'ose dire, que ce qui avait été fait là. Donc je me dis que une fois que j'ai une idée de la région globale où ça se passe, s'il y a un lieu saillant qui va être leur objectif, genre un temple, un donjon, n'importe quoi, poser ne serait-ce que 2-3 salles intéressantes en amont, sans même forcément définir toutes les autres. Je peux laisser des salles aléatoires dans le donjon, qui ont un peu de sens et qui sont un peu liées entre elles. Ce serait une belle plus-value. Et si jamais, bah voilà, j'ai envie d'improviser quand même, et de pas savoir où on va aller, de demander aux joueurs, comme je vous ai dit, de faire des liens entre eux, etc., et d'ensuite déterminer un objectif ensemble, ben leur dire, ok, maintenant on a 10 minutes de pause, et on se revoit dans 10 minutes. Et là, pendant 10 minutes, je fais exactement ça en fait. Je pense que franchement c'est faisable en 10 minutes puisque on va jouer que 3 heures, j'ai pas besoin de faire un truc gigantesque, vous voyez. Mais le faire vraiment on the fly, ouais, je suis pas sûr que je pourrais le faire aussi facilement. Donc je pense que ça c'est vraiment mon minimum vital pour faire, on va dire, vraiment un scénario d'aventure classico del Madrido, quasi full impro. Ce serait de prendre 10 minutes pour me rafraîchir un peu les idées sur le thème que j'ai envie de jouer et poser 2-3 éléments clés. Et après, avec le reste des tables aléatoires plus la narration partagée, honnêtement, je pense que ça passe. Maintenant, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? Non, encore une fois, c'est une sorte d'expérimentation. Mais ça m'aide à savoir ce que je ferais pour du Shadow Dark, parce que je vais terminer là-dessus. Ce qui était rigolo, en fait, de faire 4 one-shots comme ça pendant un week-end, c'était un peu de me challenger. C'est-à-dire, c'était presque, je vais pas dire que c'était une situation de... C'est pas comme une convention, parce qu'il y avait un grand écart entre les parties, puisqu'on a joué le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir et le dimanche soir. Donc c'est pas comme une convention. Il y a quand même ce côté un petit peu, vas-y, tu dois faire tes 4 parties là rapidement. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que à terme, je sais pas ce que je ferais, vous voyez, mais je trouve que c'est cool de pouvoir animer facilement le Discord. C'était aussi ça un des objectifs, d'essayer de créer un peu d'émulsion dans le Discord par l'exemple, en fait, d'organiser des parties sur le Discord. Et voilà, maintenant déjà je sais que c'est vraiment pas compliqué, j'ai pas eu de difficulté particulière pour ces 4 parties, mais en plus je sais comment je pourrais y amener une petite amélioration. Et je me dis aussi que le jour où voilà, j'ai envie d'aller, il y a quelqu'un qui me dit ouais, tu peux pas nous initier vite fait au jeu de rôle, tout simplement, pour leur faire voilà un petit Shadow Dark improvisé, ça passera très très bien. Pareil, si je dois aller, je sais pas, jouer dans une asso, n'importe quoi, ça m'a permis de faire mes armes sur ce genre d'expérience et avec ce jeu spécifiquement, et ça c'était rigolo. Ce qui est excellent, alors après je pense que comme beaucoup de monde a joué à Donjons et Dragons, c'est intuitif de jouer à Shadow Dark, puisque c'est la même chose, mais en plus simple, plus épuré, plus direct. Je m'attendais pas vraiment à autre chose, je suis pas surpris de ça. De toute façon, toutes les parties que j'ai faites l'année dernière me l'ont confirmé. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, les gens comprennent en 2 secondes ce qu'il faut faire. Donc ça facilite aussi beaucoup l'improvisation, évidemment. Le fait que la plupart des gens soient familiarisés avec le système, etc. Les gens avec qui j'ai joué. Donc ouais, c'était très rigolo. Alors évidemment, là on parle bien de petits scénarios, on va dire d'aventure et tout. Évidemment, c'est beaucoup plus... c'est pas un jeu... qui va favoriser, je pense, en impro comme ça, au débeauté, autre chose. Évidemment, dans le cadre d'une campagne, vous pouvez créer des mystères, vous pouvez créer un jeu plus politique, vous pouvez créer aussi un jeu plus axé sur les personnages, leurs émotions, les relations entre personnages, etc. Il va plus s'agir d'utiliser son expérience de maître du jeu et avec d'autres jeux et de venir l'intégrer à Shadow Dark. Ce que j'entends par là, c'est que je pense pas que j'aurais réussi à faire une enquête à l'arrache avec 0 prep avec Shadow Dark. Si je veux faire une enquête, par exemple avec Shadow Dark, là il me faudra forcément de la prep, etc. C'est aussi le format, on va dire, de l'aventure qui permet ça. Par contre, un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que pour moi, justement, je m'étais toujours dit que la plupart du temps, quand je faisais un one-shot qui était de l'aventure, on va dire, on va quelque part, on doit battre des méchants et s'en sortir, etc. Je trouvais ça nul, en fait. Je trouve que c'est pas intéressant, la plupart du temps, comme trope, pour du one-shot, perso. Je trouve que l'aventure, en fait, c'est un bon prétexte, on va dire, à résoudre des enjeux plus grands, ou bien l'exploration, vous voyez, au sens large, c'est-à-dire l'aventure, on va visiter plusieurs lieux différents, il va y avoir un jeu de faction et tout. Là, sur du petit one-shot, on n'a pas pu développer de tels jeux de faction, etc. Donc je me disais, ça va être nul, vous voyez, genre juste se dire, ouais, ce soir, on va aller dans un donjon, on va essayer de voler un truc et tout. Et en fait, c'était vraiment cool, et je pense que le fait que ce soit aussi cool, c'est justement le fait qu'il y ait une part d'aléatoire qui rendait le truc fun, et que le jeu soit mortel. C'est-à-dire que dans la plupart des one-shots que j'ai pu faire, par exemple, auxquels j'ai pu jouer, ou que j'ai pu faire jouer sur des jeux où la mortalité est beaucoup plus faible, et où ouais, on a moins ce côté un petit peu gonzo, le one shot est pas très intéressant en fait. Je trouve ça enlève de l'enjeu. Là, je pense que ce qui faisait un peu le sel, c'était aussi ce côté à l'improviste. Le fait que justement il y ait des tables aléatoires, etc., ça permettait, dans le cadre d'une aventure médiévale fantastique improvisée,
de mettre un peu plus une part de mystère, puisqu'il y avait des tables aléatoires. C'est ça que je veux dire. Mystère qu'on retrouve par définition dans l'enquête. L'enquête qui, elle, est préparée. Ce que j'entends par là, c'est que l'enquête, pour moi, nécessite... Alors, il y a des jeux qui expérimentent pour faire de l'enquête émergente, etc. J'avoue, j'ai pas une grosse expérience là-dessus. Donc, de mon expérience, l'enquête nécessite préparation pour être intéressante et presque même pour pouvoir être jouée dans la plupart des cas parce que c'est pas évident d'improviser une enquête. L'aventure, beaucoup plus simple à improviser, mais peut-être un petit peu chiant a priori, en tout cas pour moi, sur 3 heures comme ça. Et en fait, ce qui vient faire le sel et que ça fonctionne en one-shot, c'est le côté justement qu'il y ait un petit peu d'aléatoire, qu'il y ait quand même pas mal d'aléatoire dans le bousin qui vient rendre tout ça plus intéressant. Donc voilà, je suis un peu parti dans tous les sens. J'espère que vous allez réussir à me suivre. Je referai sûrement des one-shots comme ça, mais sûrement avec un peu plus de préparation. Si je fais ça, c'est notamment pour faire vivre un petit peu le Discord, parce que bien sûr, moi, tout ce que j'attends derrière, c'est de lancer une deuxième campagne aussi de Shadow Dark en parallèle de la Shadow March. Et ça viendra plus tard, je vous en parlerai sûrement. En tout cas, très bonne expérience, ces 4 petits one-shots sur un week-end. Il y avait personne chez moi, donc j'étais en mode j'ai pas d'heure, je fais chier personne si je suis enfermé dans mon bureau à faire du jeu de rôle tout le week-end. Donc c'était très cool. Ça m'a permis de jouer avec les bouquins entre les mains et ça c'était vraiment un grand plaisir. Ça m'a permis de rencontrer un peu des gens du Discord. J'ai même eu une partie avec un certain Krahu. Ça m'était jamais arrivé, où il y avait 3 personnes derrière la webcam parce qu'il y avait toute la famille sur un seul PC. Donc ça, c'était assez inédit pour moi. C'était rigolo. On s'est bien amusé. Et puis, j'ai vu qu'il y avait en plus d'autres parties qui se faisaient sur le Discord de Shadow Dark. Donc ça, c'est très très cool. Ça faisait plaisir. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce petit retour one shot à l'arrache. Et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.